Le lien, survêtement, sport et logo, c'est totalement lié à l'hygiène de vie auquel on veut appartenir. En quelque sorte, il y a une hygiène de vie, à une classe sociale parce qu'on fait pas tous le même sport selon la classe sociale à laquelle on appartient. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Pour ce second épisode sur l'histoire du survêtement, retrouvez à nouveau Florine Desforges, étudiante en histoire de la mode. Dans le premier épisode, on parcourait la première partie du XXe siècle. On se retrouve après les années 70, loin du survêtement minimaliste gris clair actuel. Du coup, c'est dans les années 70, donc c'est vrai qu'il y a en plus de ça les couleurs qui explosent complètement là. Et dans les années 80, on va avoir un autre mouvement essentiel, c'est le mouvement du hip-hop, donc, qui apparaît d'abord en tant que sous-culture et ensuite ça va devenir une culture complète. Donc le hip-hop, ça apparaît à la toute fin des années 70, début 80, dans les quartiers du Bronx qui sont un peu victimes de précarité. Dans les années 80, il y avait une grosse crise économique aux États-Unis et ils ont été très, très victimes de ça. Donc le hip-hop, il apparaît là-dedans. Le hip-hop, c'est quatre formes artistiques. C'est le rap, le breakdance, le DJing et le graphe ou le tag. Et en fait, le survêtement, il va d'abord être très utile pour les breakdancers parce qu'en fait, justement, tout ce dont on parlait, où il permet d'être à l'aise, il permet de pouvoir se mouvoir très facilement, tout ça, c'est hyper intéressant pour les breakdancers qui font des postures très dynamiques, beaucoup de postures au sol aussi. Donc parfois, on a besoin d'équipements pour se protéger, par exemple des genouillères. Et en fait, le survêtement étant large, il permet justement de pouvoir, parce qu'aller mettre des genouillères sous le jean, c'est un peu compliqué. Et puis en fait, après, il va sortir des breakdancers, enfin du groupe des breakdancers, et puis il va s'étendre à toute la culture hip-hop, que ce soit les rappeurs. Bon, du coup, le hip-hop, il va beaucoup, beaucoup se diffuser par le rap. Le survêtement va se diffuser beaucoup par les rappeurs. Le groupe de Run DMC, en 86, ils vont porter des survêtements Adidas. Et ça va être un gros coup marketing, on va dire, un gros coup de pub pour Adidas parce que ça va avoir une portée mondiale incroyable. Et donc, en fait, voilà, le survêtement devient associé, enfin, connoté au monde du hip-hop. Ouais, et il y a le summum du coup dans les années 90 avec l'explosion de nos chères marques qui sont revenues ces dernières années. Ouais. Pour n'en citer les Champion, Umbro et tout ça. Là. Fila, c'est trop drôle. Ouais, c'est drôle parce qu'on se disait, il y a 5 ou 10 ans, on se disait non mais jamais ça reviendra à la mode ces choses-là. Et puis finalement, ça revient complètement là en ce moment. C'est ça qui est intéressant aussi dans la mode. Donc, donc dans les années 90, il y a plein de marques qui apparaissent par le survêtement et qui se diffusent par le survêtement.
sa forme aussi, elle va se décliner toujours et encore plus. C'est-à-dire que de temps en temps, on voyait qu'il touchait quand même aux vêtements du quotidien. Par exemple, le blouson qu'on pouvait porter, il s'approchait parfois du Bombers. Si on regarde d'ailleurs les photos de Run DMC, on ne sait pas trop si c'est des vestes de survêtement ou si c'est des Bombers. Voilà, il y avait parfois des frottements comme ça formels qui commençaient à se voir. Et en fait, à partir des années 90, ça va être vraiment accentué. Le survêtement pour hommes, surtout, va être oversize. Mais si on regarde, par exemple, des photos d'Eminem, on voit que c'est complètement des tailles. Ah ouais, non, mais c'est ça, en fait. Et en même temps, pour les femmes, ça va être tout l'inverse. Si on regarde le survêtement de Juicy Couture, donc je ne sais pas si tu vois, mais c'est le fameux survêtement en velours, rose bonbon. J'ai pas cette image en tête. En fait, c'est juste une veste et puis il est assez court, évidemment, pour qu'on puisse voir le nombril. Et le pantalon, il est taille basse et pour qu'on puisse voir un peu plus les fesses aussi. Et il est un peu patte d'éléphant. Et enfin, c'est un peu le truc qu'on voit tous dans les années 2000. Quand on regarde Paris Hilton. C'est ça, j'allais dire le cliché des années 2000 qui s'est perdu dans, ouais, mais c'est ça. dans stylistiquement. Mais en fait, du coup, tu parlais de une déclinaison extrême de plein en fait, et de frottement entre vêtements quotidiens et vêtements de sport, parce qu'en fait, il y a une explosion de marques aussi. Enfin, on a fait une petite énumération non exhaustive, absolument pas, mais de certaines. Et en fait, chacune apportait aussi sa vision de la performance aussi. Il y a eu, le sport s'est démocratisé. Et il y a une professionnalisation du sport. Mais il y a aussi l'amateurisme qui se développe aussi à fond au quotidien. Et en fait, chaque marque allait proposer son hygiène de vie. Et on connaît tous plein de slogans de chaque marque et qui présentent le rapport au défi. Est-ce que tu es vraiment est-ce que t'es un challenger, est-ce que tu es un gars qui juste est constant, justement, est très régulier et dans l'endurance. Et en fait, c'est pour ça que du coup on le retrouve aussi de plus en plus, et ça s'intègre totalement dans les années 2000 dans le vêtement du quotidien. Enfin, en tout cas, c'est ma lecture, mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais oui, c'est chaque marque va promouvoir un modèle de vie à suivre pour atteindre un idéal, en fait. Et pour revenir aussi sur les logos dont on parlait tout à l'heure, donc on parlait des drapeaux dans un contexte d'événements sportifs nationaux. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver cette culture du logo, mais ça va être les marques qui vont montrer leur logo à outrance. Ça, c'est intéressant aussi. Ça apparaît dès les années 80. Et c'est aussi très en lien avec la culture hip-hop, parce que dans la culture hip-hop, on a donc le tag et le graphe. Et le tag et le graphe, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'apposer sa signature sur un mur dans l'espace public. Et finalement, ce que font les marques de sport quand on voit un survêtement Adidas avec le logo énorme de Adidas dessus, c'est qu'en fait, on montre au public que l'on porte un survêtement Adidas. Et ça, c'est intéressant. Et ça apparaît dès les années 80. Il y a un créateur qui s'appelle Dapper Dan, qui vient de Harlem, qui va se mettre à créer des survêtements en reprenant les logos des maisons de haute couture et il va les multiplier, il va en faire des all-over. Et bon, ça lui vaudra aussi sa fin, parce qu'il va devoir fermer, je pense, pour des questions de droit et des questions juridiques. Ouais, c'est ça, exactement, dans les années 90. Et il est revenu là en 2017 parce que d'ailleurs, c'est Gucci qui va faire appel à lui pour, je crois que c'était pour une collection, pour quelque chose comme ça. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'était les marques dans les années 80 que lui, il s'amusait à multiplier et à singer presque finalement, en se moquant
modèles en les multipliant à outrance, et ben en fait c'est finalement c'est elles qui vont et donc ces marques-là dans les années 80-90 elles s'étaient retournées contre lui, et dans les années 2017 et ben, 30 elles ans font plus tard. appel à lui. Ouais, c'est ça. Et c'est là où on voit vraiment que le lien survêtement, sport et logo, appartenance en fait, appartenance à une marque en quelque sorte et à une hygiène de vie, à une classe sociale, parce que on fait pas tous le même sport selon la classe sociale à laquelle on appartient. On fera, je dis juste une petite aparté, mais ça sera peut-être un autre épisode, mais avec l'histoire de Lacoste, allez voir. Vous pourrez aller écouter l'audio sur le polo qu'on a fait avec Audrey. Je le mettrai en lien à la fin de l'épisode. Mais c'est vraiment ça, c'est totalement lié à l'hygiène de vie auquel on veut appartenir et l'image de marque qui est représentée dans ce milieu. Et c'est fou parce que, par contre, tu parlais de décontracté, limite peu esthétique, et là, tu parles quand même de certaines marques et de marques de luxe. Sans les citer, il y en a plein là qui se sont mises justement au streetwear dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Comment on a esthétisé? Pourquoi on est arrivé là? En fait, les marques de haute couture, elles se sont assez rapidement inspirées. Je pense pas qu'elles soient inspirées du survêtement en tant que vêtement de sport. Elles sont inspirées du survêtement en tant que vêtement emblématique de la culture hip-hop. Je m'explique parce qu'en fait, dans les années, il y a Chanel, dès 91-92, on voit qu'ils font un défilé. Chanel propose un survêtement en jersey qui est très très proche de ce qu'on peut voir dans la culture hip-hop. Du coup, je pense que très rapidement, c'est la culture hip-hop qui va intriguer la haute couture, et cette culture qui est très jeune, qui est très vivante et très dynamique, elle va un peu intriguer. La haute couture va assez rapidement s'en inspirer, et c'est comme ça aussi, je crois que ça va participer à la légitimisation du survêtement en tant que vêtement pour tous les jours, quoi. Donc, il va y avoir Chanel dans les années 90, mais ça va se reprendre assez rapidement. Aussi, fin 90, on va avoir Raf Simons. Ensuite, il va y avoir Chloé. Stella McCartney va faire des partenariats avec Adidas. Et ça va être renouvelé plusieurs fois, notamment aux Jeux Olympiques. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même la haute couture et le sport qui s'imbriquent à plusieurs endroits, et au milieu de tout ça, il y a le survêtement qui apparaît. Oui, il a un double jeu. En fait, ce survêtement, du coup, il s'est retrouvé avec un double jeu, une double identité entre un vêtement vraiment de performance et un vêtement d'apparence totalement, parce que du coup, on s'est retrouvé avec avec ces fameuses femmes influenceuses qui sont avec des joggings et des hyper larges, du coup justement sans forme, et qu'on peut dire, comme tu disais tout au début, peu esthétique, mais avec des énormes talons, ultra maquillés, et puis des hauts vraiment moulants, même type des chemisiers parfois. Donc on a vraiment explosé les frontières et de ses fonctions, son utilité principale. Et il est devenu vraiment décontracté. Puis on en rigolait une fois, à un moment donné, j'ai discuté avec des amis américains qui vivent en France et qui se disaient, mais jamais je ne verrai une femme en France aller acheter son pain en jogging. Bon, maintenant il y a eu les confinements. Mais justement, avant, c'était complètement décontracté, sans forme, et on voyait plein de gens aux États-Unis comme ça, mais ça restait outre-Atlantique, quoi. C'était pas chez nous. Et aujourd'hui, comme on l'a vu, il a une autre vie maintenant. Il a même explosé la frontière professionnelle. Ouais, ça c'est vrai qu'il a une seconde vie, mais il est toujours en ce moment, comme on est quand même encore en confinement, et que en fait, je pense qu'il est quand même encore en questionnement en ce moment. Il n'est pas complètement légitimé, il n'est pas complètement considéré comme un vêtement qu'on pourrait porter dans une réunion professionnelle, mais du coup, j'ai l'impression qu'il est quand même en voie
de réinsertion dans le L'insertion, ouais. workwear. Bah, il y a les sneakers qui sont gentiment arrivés. Bah ouais. Les vêtements, les chaussures de ville se sont de plus en plus assouplies avec des semelles en caoutchouc, Ouais. alors qu'avant c'était des petites talonnettes, ça faisait du bruit. Et maintenant, on est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sportif. Mm. Et donc, il y a le sportswear vraiment qui s'est invité dans tous les vestiaires, dans beaucoup de vestiaires. Et puis, donc, le vêtement professionnel, il n'y est pas encore explicitement, mais on le sait tous. On a tous fait une réunion justement avec super bien habillés en haut parce que grâce à la caméra de nos ordinateurs, mais le bas, on se disait, faut surtout pas que je me lève parce que je suis en jogging. C'est ça. Voilà, Il faut et pas donc avoir une envie de toilette au milieu de la réunion. visuellement, il n'est pas présent, mais par contre, dans notre conditionnement professionnel, il s'est invité, en fait. Et j'en parlais, je fais une petite aparté, mais j'en ai parlé avec quelques clients dans le conseil en images, et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Et en fait, ils ont réalisé combien le vêtement influençait leur architecture intellectuelle. C'est qu'au début, ils étaient vraiment trop contents. Ah, je peux travailler en pyjama, ou voilà, ou même dans mon canapé et tout ça. Mais en fait, ça influence une posture physique, mais qui petit à petit, en fait, se retrouve dans nos pensées. On est un peu mou, on est un peu trop, voilà. Et, et voilà, c'est là où on voit vraiment que le vêtement, il n'est pas seulement fonctionnel scientifiquement, comme tu disais, pour une performance, mais il va promouvoir une dynamique intellectuelle aussi, et la performance aussi intellectuelle. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, oui, oui. Non, mais oui, je comprends et je suis d'accord avec ça. Je pense que ça influe sur plein de choses, puisque de toute façon, le vêtement, il reflète aussi notre mental, notre psyché. Donc, c'est vrai que si on est en pyjama toute la journée, généralement, on n'est pas très motivé pour travailler, en général. Enfin, ça marche une semaine ou deux, mais après, Après, là, on ça l'a vu pose après quelques 2 problèmes. confinements, c'est galère. On commence à prendre du retard après. Ouais, c'est ça. En tout cas, en t'entendant, je vois que c'est pas vraiment la fin du jogging. J'allais dire, c'est peut-être il y en a plein qui disent c'est la fin du streetwear, là c'est bon, on a eu notre overdose, le jogging, on l'a vu partout. Mais en t'entendant, en voyant tout ça, je me dis, ah, il y a peut-être moyen, s'il y a des bons designers, de vraiment continuer son histoire, continuer de sa création, quoi. Bah, je pense que là, de toute façon, c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, là, il est revenu en force parce que comme en ce moment, on est revenu dans les années 90, ce qui est en mode maintenant, c'est ce qui était dans les années 90. Et donc, ça marque, c'était la période de l'explosion du survêtement. Donc là, en fait, on en voit partout sur tous les podiums et tous les créateurs s'en inspirent. Et donc, je pense que il va très vite trouver une autre manière d'apparaître. Il va être décliné, mais il va continuer très naturellement son petit bonhomme de chemin, je pense. Et en fait, il est très lié d'ailleurs à l'histoire du jean, parce que le jean, c'était un vêtement qui revendiquait une jeunesse. C'est un vêtement à la base qui était pour une sphère professionnelle, qui ensuite va se banaliser et être un objet revendicateur pour une jeunesse, dans les années 60, pour les rockers, pour toute une nouvelle classe sociale aussi. Et maintenant, le jean, il est partout, il est complètement légitimé et aller au travail en jean, c'est absolument pas un problème. Et donc, peut-être qu'on va assister à ce même phénomène pour le survêtement. Ouais, mais en même temps, là, on vit un temps vraiment particulier parce que il y avait quand même une sphère personnelle et privée, et avec ces confinements, avec cette quantité de temps vécu à l'intérieur, chez nous, même, enfin, on commence à en avoir marre de ce survêtement aussi un peu basique. Donc, il vient de plus en plus sophistiqué, et on découvre tout un... Enfin, avant, on le résumait au streetwear ou au sportswear, mais petit à petit, en fait, il vient, comment dire, se rendre de plus en plus élégant
avec le homeware, le loungewear, enfin le vêtement d'intérieur, Ouais. pardon pour tout cet anglicisme. Euh, et donc tout ce vêtement d'intérieur qui va venir esthétiser cette pièce. En fait, on a besoin aussi de se sentir élégant. Il y a un certain confort qui du coup s'est installé grâce à ce travail à la maison, mais en même temps, il faut qu'on reste dynamique. Donc il y a un Ouais. juste milieu qui est en train de se construire, mais en même temps, il faut pas que on peut plus. On a besoin de séparer pyjama et vêtements de travail. Donc, ça va être intéressant. En tout cas, j'espère qu'il y a des designers qui nous écoutent et qui pourront s'engouffrer dans ce questionnement. Mais c'est super riche en fait ces conditions professionnelles dans lesquelles on est et, euh, et ce questionnement du confort et que c'est pas juste un confort gratuit en disant c'est juste décontracté et lâche et j'ai pas la taille qui me sert parce que pareil tu parlais du jean tout à l'heure, je sais pas enfin toi mais il y a plusieurs personnes qui étaient surprises de m'entendre dire bah oui je porte un jean, je suis chez moi, je suis en premier confinement, je portais des jeans, mais non t'es chez toi, franchement mais lâche le truc parce qu'en fait le jean ben, pour certains, c'était pas confortable. Alors déjà, je leur ai dit, est-ce qu'il est à la bonne taille? Ça veut dire, enfin, vous vous posez la question. Est-ce que il a la bonne coupe aussi? Parce que si tu peux pas le porter un jean au quotidien, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Moi, ça me gêne pas de porter un jean à la maison. Et ben, la même chose pour le jogging, en fait, je trouve, enfin, ou le survêtement, ou ce vêtement un peu de sport. C'est super intéressant de le projeter dans ce qui se passe là, parce qu'il est dans un flottement côté Ouais. design et côté création. On en a marre, c'est bon, on a eu notre overdose de sportswear et tout ça. Maintenant, il doit être re-questionné. Et en plus, ben, la mode aujourd'hui, elle est en train de chercher une nouvelle silhouette. On n'a plus une silhouette type qui nous marque. On s'est totalement perdu. On pensait se retrouver dans les années 2010, mais en fait, non. Les années 2000, alors ça a été l'implosion totale. Mais le 2010, il y a eu le sportswear vraiment qui nous a marqué, avec la sneakers qui s'est développée, l'oversize et tout, le normcore aussi, justement, ce côté très minimaliste où le jogging, ben, il avait vraiment sa place parce que le jogging, il pouvait être de plus en plus esthétique. Il a gagné en élégance, l'élastique, pardon. Il a été un peu plus réduit, il était moins gros élastique avec le lacet et tout ça. On a ajusté les coupes. Mais là, dans les années 20, 2000, enfin les nouvelles années 20, ça fait bizarre, 2020, pardon, il a tout à redire en fait, parce qu'on est vraiment dans d'autres conditions sociales, un autre rapport au sport aussi, puisqu'on vit chez nous, un autre rapport au regard de l'autre, puisqu'on est chez nous et qu'on est vu seulement de tronc, enfin en tronc, et c'est vraiment riche. En fait, voilà, tu me disais travailler sur le survêtement, le vêtement, enfin, et je comprenais pas au départ, mais plus je discute avec toi, plus ça me questionne et plus ça m'intrigue sur les prochaines propositions des collections. Qu'est-ce Ouais. qu'on va en faire? Et je pense aussi qu'on va avancer au niveau du genre, sur la question du genre. Parce que tu disais tout à l'heure qu'on cherche une nouvelle silhouette et je pense que en ce moment, on pose énormément de questions aussi sur le genre. Est-ce qu'on doit s'afficher en tant qu'homme, en tant que femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Enfin, toutes ces questions-là et qui sont légitimes. Et le survêtement, il est de toute façon... il est marqueur d'un genre. Parce que c'est vrai que si c'est une fille qui le porte, si c'est une femme qui le porte, on va la considérer comme un garçon manqué. Et ça, c'est des choses qui apparaissent très rapidement dans les articles sociologiques, dans les écoles, où on voit que les petites filles, en général, souffrent. Les petites filles qui s'habillent en survêtement souffrent de ce qualificatif de garçon manqué. Et pour les garçons, il est assez vite aussi assigné à ce stéréotype du banlieusard. Donc en fait, il va avoir aussi ces identités-là.
c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il avance avec ces identités-là. Et il avance d'un côté vers une légitimisation esthétique. Par exemple, quand la haute couture reprend un vêtement qui est porté par des classes plus précaires, et ben en fait, ça veut dire quelque chose. Ça a une importance. Et quand on stéréotype une petite fille et qu'on lui dit que c'est un garçon manqué parce que elle porte un survêtement, ça a aussi un sens, ça vient de quelque part. Enfin, ça a une connotation symbolique et historique importante. En plus, au-delà des genres, on parlait de frontières. Donc, le survêtement, il est en train aussi de... Enfin, il a accentué aussi les années 80-90 avec l'androgynie aussi. Il a effacé les formes aussi puisque il était très lâche. Il s'est aussi de plus en plus élargi. Ouais, il questionne en fait c'est la question, enfin le genre, mais et aussi en parlant de frontières, il y a aussi une autre dont tu m'as parlé, c'était la question de l'âge en fait. C'est un produit qu'on voit à tous les âges. C'est intéressant. Puis d'autant plus nous qui avons grandi avec, je crois qu'on va pas le lâcher jusqu'au bout quoi. On l'a, on le garde. Ben oui, mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est que j'ai l'impression quand même qu'ils gardent... parce qu'en fait, avec justement toute cette culture du corps et de la maîtrise du corps dont on parlait tout à l'heure, du corps en performance et du corps dynamique, il y a cette culture de la jeunesse et ce culte de la jeunesse qui vient aussi avec. Et en fait, le survêtement, il veut dire ça aussi quelque part. Il veut dire je suis encore jeune. Je suis encore jeune parce que je m'habille comme si je pouvais sortir et faire un marathon comme quand j'étais jeune en fait. Et du coup, ça veut dire ça aussi. C'est pour ça, je pense qu'il reste encore très présent encore aujourd'hui. Il symbolise une forme de jeunesse, une forme de vigueur physique. Dynamique de vie. Ouais. Bah, super, c'est super riche. Je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à dire. Mais peut-être une prochaine. Je vais juste terminer avec cette petite question un peu comme ça. Mais avec tout ce regard, ce prisme, on va dire, est-ce qu'en 2-3 mots, tu pourrais nous partager qu'est-ce que la mode? Avec le prisme justement juste du survêtement. Je sais que, alors je m'adresse à une historienne, je sais que c'est pas une question normalement en 3 mots clés, mais voilà, en résumant un peu cette conversation, quel aspect on pourrait souligner alors de la mode ou de l'habillement? Pour moi, la mode, c'est l'histoire, l'apparence et la sociologie. C'est ces trois, ça regroupe ça, et c'est la manière de le traiter et la manière de le comprendre. C'est ça. Et le jogging et le survêtement, il se retrouve au milieu de tout ça parce que il a une importance historique, il a un sens historique, il a un sens dans l'apparence, dans le message qu'il véhicule au regard public. Donc c'est une manière de comprendre le produit ou de comprendre l'être humain alors? Parce que tu as dit c'est une manière de le comprendre. C'est les deux en fait. C'est l'individu qui le porte, qui comprend parce qu'il avait le choix de le porter. Mais il y a aussi la manière dont il va se présenter aux individus qui l'entourent. Et eux, ils vont avoir un avis là-dessus, puisqu'on a tous un avis sur tout de toute façon. Et du coup, il va avoir un avis là-dessus et il va le percevoir d'une manière différente. Et ça va faire appel justement à son histoire, à la sociologie, enfin à tous ces mécanismes qu'il s'est créés, lui, pour pouvoir avoir un avis sur ce survêtement. Tu parles du survêtement, mais comme pour tout habit, en fait, tout vêtement, on pourrait vraiment généraliser ce que tu as dit sur l'habillement. Merci d'avoir répondu spontanément à cette question que je t'avais pas préparée. C'était direct. Ouais. Non, mais très bien. En tout cas, vraiment, merci Florine de nous embarquer dans ton univers, dans ton mémoire, thèse. Ouais, mémoire. Comme quoi, on apprend vraiment de nous, de notre histoire, en parlant juste d'apparence à un simple survêtement. Merci beaucoup de ta présence. Merci aux auditeurs et à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à continuer la conversation sur Instagram
posez toutes vos questions à Florine. Si ce sujet vous intéresse, allez l'encourager dans son mémoire. C'est de longue haleine, ce genre de travail. Voilà, donc bon courage à toi pour la suite. Merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.